Bonjour, soyez les bienvenus sur ITW, le Média Info. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e circonscription de la Loire et comme vous le voyez, on a le masque, on respecte les règles et les gestes barrières. Madame la députée, bonjour. Bonjour Valéria Faure-Mountian. Bonjour Gilles-Charles. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. On a de nombreuses questions à vous poser. Moi, je vous avais rencontré avant que vous soyez député. Vous étiez novice en politique. Comment vous avez appris ce job de député? On apprend sur le terrain ou alors on prend des manuels pour se guider? Il n'y a pas vraiment de manuel, c'est pas vraiment un job. C'est vraiment une mission et elle est propre à chaque, non seulement parlementaire, mais aussi sa façon d'évoluer est propre à chaque territoire, aux exigences des citoyens, des élus locaux, mais aussi à l'Assemblée nationale en fonction du règlement intérieur. Donc ça, oui, effectivement, il y a un manuel sur comment cela fonctionne, comment on dépose un texte de loi, comment on dépose un amendement. Ça s'apprend. Mais au-delà de ça, on a aussi modifié beaucoup de choses, notamment le règlement pour le rendre plus efficace, plus moderne et plus proche de notre fonctionnement parce qu'on a cassé un certain nombre de codes. Donc vraiment dire qu'on apprend le job, c'est complexe. Je pense qu'on le transforme et on s'adapte et on adapte le job à soi aussi. Cette mission, elle est importante. On dit c'est un job ou c'est une mission? C'est un sacerdoce, je pense, vraiment. Est-ce qu'on se souvient, avec le recul, quel a été votre premier sentiment quand vous êtes rentré dans cette assemblée? Alors, quand on arrive dans l'institution, évidemment, on a un peu le souffle coupé. On est là et en même temps, il faut se mettre à travailler tout de suite parce que la France n'attend pas, nos concitoyens n'attendaient pas. Et il y a cette impression d'avoir quelque chose de plus grand que soi. Voilà, c'est ça, d'être un petit peu dépassé par ce sentiment d'importance de cette mission. Par contre, la première fois que j'ai mis les pieds dans l'hémicycle, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus petit qu'à la télé, réellement. C'est toujours les effets des caméras, c'est toujours plus grand, et puis quand on est dans le réel, c'est souvent un peu plus petit. On se rend compte, nous, quand on met en place ces émissions, qu'on a très peu d'invités féminines. Est-ce que la vie politique, elle est plus dure quand on est une femme? Parce qu'on se rend compte que finalement, heureusement qu'il y a la parité, mais il y a vraiment beaucoup moins de femmes quand même que d'hommes dans la politique. Alors justement, la parité a été mise en place et les quotas, quelque part, pour féminiser plus la vie politique. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on est à la quasi-parité. Donc grâce au groupe La République En Marche, ce qui est franchement génial, parce qu'on se rend compte que finalement, pour faire correctement notre mission de parlementaire, il faut qu'on soit représentatif des Français. Et pour être représentatif, il faut venir de tous les milieux, il faut être de tous les sexes, il faut avoir tout type de vécu. Et donc, si jamais la politique devait être représentée que par des hommes, on aura la moitié de la population nationale qui ne serait pas représentée. Donc, ce serait totalement injuste. Maintenant, est-ce que c'est plus dur ? Globalement, être une jeune femme est complexe et compliqué. J'ai eu quelques auditions où on s'adressait plutôt à mon attaché parlementaire qu'à moi, ou ce genre de choses. Maintenant, est-ce que c'est récurrent et est-ce que c'est systématique pour l'ensemble de mes collègues? Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, il faut continuer à développer cette parité dans l'ensemble des instances, non seulement politiques, mais aussi dans l'entreprise, dans les COMEX. C'est extrêmement important parce qu'on est complémentaires. Il n'y a pas mieux les uns ou moins bien les autres. C'est prouvé par beaucoup d'études qu'une entreprise va beaucoup mieux quand elle est co-dirigée par des hommes et des femmes à parts égales. On va faire un peu d'éducation. On se rend compte dans le millefeuille français qu'il y a énormément de statuts d'élus. On a un maire, on a un député, on a un sénateur, on a un conseiller départemental, on a des conseillers régionaux. Enfin, il y a des souches de partout d'élus. Quel est exactement le rôle dans le microcosme politique et dans le système français du député? Son rôle exact qu'on expliquerait à nos citoyens qui sont un peu, qui cherchent un peu des réponses à cette question. Un député, il incarne la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il est là pour faire la loi pour l'ensemble des Français et pour l'ensemble du territoire national, métropolitain, mais aussi les Outre-mer. Il a aujourd'hui peu de pouvoir, voire aucun pouvoir local. C'est vrai qu'on a passé progressivement le cumul des mandats qui a été supprimé,
puis l'enveloppe parlementaire, ce qui enlève en fait la possibilité aux députés d'agir en qualité de maire, en qualité de conseiller départemental, en qualité de conseiller régional. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus démocratique à proprement parler. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'estime et je trouve que c'est plutôt bénéfique, la suppression du cumul des mandats, parce que quand tous les pouvoirs sont concentrés dans les seules et mêmes mains, ça devient plutôt antidémocratique. Le rôle du parlementaire, c'est de recueillir les informations du terrain, recueillir les informations auprès des professionnels, ou en tout cas les personnes qui sont touchées, qui représentent un certain nombre d'intérêts, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse d'un certain nombre de secteurs, et ensuite prendre la décision d'intérêt général, d'intérêt du plus grand nombre. Maintenant, comme je vous disais il y a un instant, on est quasi 1000 parlementaires. Donc, on fait la loi ensemble. C'est une décision collégiale. Donc, on amende, on fait évoluer les textes qui nous sont proposés par le gouvernement, mais on fait aussi des propositions de loi avec cette information qui vient du terrain, qui vient des personnes qui vivent, qui subissent un certain nombre de choses. Et c'est ça notre job. Notre rôle réellement, c'est de faire la loi pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, mais c'est toujours dans l'intérêt général et pour le plus grand nombre. Quand vous dites améliorer la vie des concitoyens, comment on se place par rapport, quand on est député, entre un gouvernement qu'on soutient et souvent des concitoyens justement qui sont là un peu, qui vous croisent et qui râlent sur cette politique? Comment on le vit, ça aussi, ce conflit permanent entre des gens qui vous engueulent, allez, on va dire le mot, qui vous engueulent et un pouvoir que vous soutenez? Alors, en l'occurrence... Vous êtes un peu une éponge, un rôle tampon? Tout à fait, c'est exactement ça. On a le rôle tampon et ma permanence parlementaire, elle a beaucoup subi ce rôle tampon. Mais c'est vraiment l'essence même du travail du parlementaire. C'est-à-dire encaisser ou prendre finalement les informations sur le terrain et les expliquer aussi. Moi, j'ai été élue sur un programme de campagne parlementaire qui suivait une campagne présidentielle. J'ai été élue sous une étiquette politique. Donc, j'ai aussi à défendre le bilan de ce qu'on construit. Effectivement, certaines décisions prises de manière isolée peuvent être incomprises, mais c'est aussi à nous, les parlementaires, de les positionner dans une vision globale et expliquer pourquoi cette démarche est censée produire des effets à court, moyen ou long terme pour tout un chacun. Donc, c'est aussi le retour quelque part de Paris, c'est de pouvoir faire le SAV des réformes qu'on met en place et en quoi ça crée vraiment le bénéfice pour nos concitoyens. La semaine type d'une députée, c'est quoi le planning exact? Le lundi, c'est Saint-Chamond, le mardi, c'est Paris, comment ça se passe? Alors, en temps normal, c'est du lundi au dimanche, ça ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement à cause du Covid, il y a moins d'événements locaux. Donc les week-ends sont plutôt remplis par des réunions Zoom diverses et variées qu'auparavant, il s'agissait plutôt des inaugurations, des commémorations ou des assemblées générales des associations. La semaine type, en principe, j'essaye d'être lundi et vendredi en circonscription dans la mesure du possible. Le reste de la semaine, je suis à Paris. Et puis à Paris, on siège à partir de lundi 16h en hémicycle et jusqu'à soit vendredi minuit, soit tout le week-end si c'est nécessaire, parce que la navette parlementaire nous oblige parfois à terminer un texte au petit matin ou le week-end. Ensuite, il y a toutes les auditions qu'on mène, parce que pour pouvoir prendre une décision, il faut entendre les pour, les contre, ceux qui sont d'accord, ceux qui ont des choses à apporter. C'est ce qu'on appelle les commissions. Alors, non, pas forcément. La commission, elle se déroule en principe le mercredi matin. Donc, toutes les commissions se réunissent en principe le mercredi matin. En fonction des événements, des textes qu'on a en cours, on peut aussi se réunir à d'autres moments de la semaine. Et puis, on mène aussi des auditions en fonction des amendements qu'on voudrait porter, ou parce qu'on porte une mission auprès d'une commission ou une mission auprès du gouvernement. J'ai fait un certain nombre de rapports, ce qui m'a pris énormément de temps, mais aussi quand on est rapporteur d'un texte.
ou quand on est responsable d'un texte que nous a proposé, par exemple, un groupe d'opposition. Donc, en fait, on est en rendez-vous permanent, si vous préférez, de 8 heures du matin jusqu'à... alors, les rendez-vous, en principe, on essaie d'arrêter vers 20h, 21h, mais on a énormément de réunions de groupe une fois que la journée normale est terminée. Et sinon, on a aussi l'hémicycle qui dure jusqu'à minuit tous les jours. Donc, Une autre question technique. Une loi, elle vient d'où à la base? C'est le gouvernement qui décide de créer une loi ou c'est le peuple qui a une demande de faire une loi? Comment ça se passe exactement techniquement? Ça part d'où en fait? Les deux, mon capitaine. En fait, j'avais la réponse, mais j'ai quand même posé la question. En fait, il existe des projets de loi qui émanent donc de l'exécutif. C'est le gouvernement, en application du programme présidentiel, fait un certain nombre de propositions au Parlement et le soumet au vote des parlementaires. Donc, on a le droit d'amender et modifier le texte dans la mesure du respect de la Constitution, évidemment. Et on peut faire aussi des propositions de loi qui émanent de nous, les parlementaires, et en fonction des niches. Et donc là, tous les groupes parlementaires ont des espaces pour proposer des choses. Et puis, on a introduit quelque part une nouveauté, puisque même les citoyens peuvent proposer aujourd'hui, au travers des instances de dialogue, un certain nombre de choses qui peuvent être transformées ensuite en propositions, en projets de loi ou même en référendum, pourquoi pas. Quand on est député de la majorité, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on entend et ce qu'on nous propose? Mais on a le suffrage universel derrière nous, donc on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut, et puis on a une liberté d'expression, vous savez, qui est assez libre. Maintenant, ce qui est pour moi paradoxal, c'est essayer de faire dire à un parlementaire de la majorité sur l'application du programme sur lequel il a été élu avec le président de la République, le contraire de ce pourquoi il s'est battu en campagne législative. Donc, oui, on a le droit de dire ce qu'on veut. Maintenant, moi, je n'ai pas envie d'aller à l'encontre de ce qu'on est en train de construire parce que je crois en ce qu'on fait. Mais évidemment, sinon vous ne serez pas en marche. Sinon, je ne serais pas en marche, tout à fait. Une autre dernière question technique. On voit beaucoup, moi je reçois beaucoup de communiqués, il y a beaucoup de députés qui deviennent présidents de commission, j'ai l'impression qu'ils sont présidents aussi de nombreuses commissions. Comment ça se décide, ces présidences de commission? C'est un rapport par rapport à tous les partis, c'est le président de l'Assemblée qui décide. Comment ça se passe là aussi, la vraie démocratie pour devenir président de commission? Alors, en l'occurrence, dès le départ, quand on constitue l'Assemblée, on a un certain nombre de votes à réaliser. On vote pour un président de l'Assemblée nationale, pour son bureau, donc les vice-présidents, les secrétaires. Et ensuite, c'est exactement la même démarche en ce qui concerne les commissions. Donc, on vote pour un président ou une présidente de commission et pour son bureau. Il y a des quotas en fonction de la représentativité de chaque groupe. C'est-à-dire que, par exemple, la majorité a plus de place à pourvoir, finalement, parce qu'elle est plus nombreuse dans l'hémicycle que les autres groupes politiques. Donc, ensuite, ça se passe par évidemment, élection. Par contre, là où il y a des différences, c'est en ce qui concerne les missions d'information ou des commissions ad hoc qu'on peut organiser au fur et à mesure qu'on veut traiter un sujet en particulier. Et là, c'est sur proposition. Par exemple, j'ai réalisé une mission d'information sur la régulation des plateformes. C'était une demande qui venait de nos collègues les Républicains. Et donc, il fallait désigner son binôme à la personne Daniel Fasquelle, qui a demandé à réaliser cette mission. Et donc là, j'ai postulé et le groupe La République En Marche a fait le choix de me positionner en binôme avec M. Fasquelle. Est-ce que son vécu professionnel antérieur joue aussi? Si c'est une question un peu agricole, est-ce qu'un agriculteur c'est plus simple? Ou alors on met quelqu'un qui n'a rien à voir avec cela? Est-ce que les sujets sont en concordance un peu avec son vécu? Ou alors, des moments, on est ignare, j'allais dire, et on découvre et puis on apprend sur le temps un peu les commissions? Alors, avant qu'on soit élu,
il n'y avait pas forcément de lien direct avec vos engagements précédents ou vos connaissances professionnelles. C'est quelque part nouveau d'avoir autant de parlementaires qui émanent d'un coup du privé et qui ont un vécu professionnel très récent, hein, en fait. Je veux dire, tous les parlementaires ont démarré par un métier, mais à force d'être installés dans leur mission, ils s'étaient éloignés de leur métier d'origine. Donc là, on avait beaucoup de professionnels. Donc là, effectivement, on s'est beaucoup appuyé sur les compétences initiales, d'une part, mais surtout, ensuite, sur les travaux réalisés depuis le début. Par exemple, je n'ai aucune compétence initiale professionnellement parlant en ce qui concerne le numérique. Toutefois, je me suis investie depuis le début de mon mandat sur le sujet. Rapport après rapport, j'ai prouvé ma compétence. Et donc, naturellement, quand une question du numérique se pose, on va chercher dans les députés qui ont réalisé déjà un certain nombre de travaux pour pouvoir y répondre. Dernière question technique, puis il y en a peut-être d'autres qui viendront, mais c'est peut-être une expression, on dit toujours dernière, parce qu'on a encore du temps. Est-ce qu'on travaille en relation avec les députés de la Loire? Est-ce qu'il y a un groupe de travail? Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce qu'il y a une osmose, j'allais dire presque, pour... vous êtes 6 députés de la Loire, les 4 députés En Marche, est-ce que vous travaillez ensemble? Il nous arrive de nous concerter sur un certain nombre de sujets, surtout quand ça concerne le territoire à proprement parler. Cependant, on est dans des commissions tout à fait différentes. Voilà, oui, oui. On est très éparpillés et à l'Assemblée nationale, on se croise que peu, puisque nos sujets sont rarement en interaction par rapport à nos commissions diverses et variées et puis nos travaux divers et variés. Donc, il n'y a pas vraiment d'équipe de travail, à part quand il s'agit de traiter un sujet propre au territoire. Je vois aussi un député En Marche de la Loire, qui est Julien Borowczyk, qui est souvent sollicité par les médias nationaux maintenant, je vois. Alors, je ne suis pas surpris, parce que je l'avais reçu, je l'avais trouvé très bon. Comment ça se passe aussi, les médias parisiens? Ils viennent vous chercher pour aller dans leurs émissions? Ou alors, c'est en fonction de vos compétences? Ou alors, il y a des gens qui passent mieux à l'image? Comment ça se passe, les relations avec les médias nationaux et plutôt parisiens? Alors, je ne saurais pas vous répondre exactement à la question parce que Est-ce que vous êtes sollicité, vous, par exemple? Moi, je suis sollicitée régulièrement sur mes spécialités, sur des choses sur lesquelles, effectivement, j'ai une voix à porter, sur lesquelles j'ai réalisé des travaux. Et donc, je ne sais pas si vous avez suivi mes activités, mais c'est plutôt... Un petit peu? C'est un petit peu technique. Donc, du coup, c'est des médias spécialisés qui cherchent effectivement à m'avoir et puis me proposer des choses. En ce qui concerne la communication générale du groupe, on a des représentants, on a des porte-paroles du groupe La République En Marche qui font plutôt des médias généralistes, des médias du quotidien. Monsieur Borowczyk est effectivement une démarche très intéressante. C'est un spécialiste de la santé, quoi. Voilà, c'est un spécialiste. Et puis il a une façon pédagogique à apporter des réponses. Donc, je pense que c'est comme tout journaliste, local ou national. Vous avez aussi vos clients quelque part, hein, en fonction de l'ambiance que vous voulez donner à votre émission. Tout à fait. L'actualité, c'est également la pandémie. On en parle depuis un an, hein. Quel est là aussi le pouvoir de la députée dans les contrôles des décisions, comme le confinement ou encore la fermeture des magasins non essentiels? Est-ce que là, vous avez votre mot à dire ou alors on reçoit les ordres et on les exécute en gros quoi, comme un bon élément? Alors, on ne reçoit pas les ordres, heureusement d'ailleurs, et puis on n'est pas dans l'exécution. Toutefois, on a légiféré initialement pour donner le pouvoir à l'exécutif de légiférer par ordonnance. Donc, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises très rapidement. C'est le but, d'ailleurs. Quand on donne ce pouvoir-là, nous, les parlementaires, on délègue quelque part à l'exécutif la capacité d'agir très rapidement. Et ensuite, ces ordonnances sont ratifiées par l'Assemblée nationale. Donc, c'est un contrôle a posteriori de ce que l'exécutif a pris comme décision dans l'urgence. On est quand même dans une crise. Et donc, on renouvelle quelque part les autorisations au gouvernement d'agir par ordonnance tant qu'on est dans l'état d'urgence sanitaire. Mais là, c'est plutôt, là, on a l'impression que c'est le comité scientifique qui décide. Est-ce que votre groupe, justement, qui est important et qui représente pas mal de Français, est-ce qu'il a son mot à dire?
Nous, on a la possibilité de les auditionner. Un certain nombre de collègues, d'ailleurs, de la commission des lois, les ont déjà interrogés. Moi, j'étais un petit peu moins concernée aux affaires économiques et aux affaires aux finances par cette question de prise de décision à proprement parler et sur quelle base. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que non, ce n'est pas le comité scientifique qui prend les décisions. Le comité scientifique éclaire les décisions du gouvernement et donc propose un certain nombre de choses, analyse les mouvements de population, les contaminations, le R, vous savez, hein, le taux de reproduction du virus. On regarde aussi beaucoup ce qui se passe chez nos voisins, européens, mais pas que. Sur d'autres continents. Par exemple, il y a eu énormément d'études qui ont été produites et analysées par le conseil scientifique en ce qui concerne la réaction du virus à une certaine température. Est-ce que quand il fait chaud, il est plus désactivé ou quand il fait froid, il est plus activé? C'était extrêmement important pour savoir comment allait évoluer notre année finalement et surtout comment on prend des décisions non seulement sur les libertés de nos concitoyens d'aller et venir, mais aussi sur les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences sociétales de ces décisions. Justement, la culture, la restauration, et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la santé mentale sont en grand danger. Quelles sont pour vous les solutions de retour à une vie presque normale? Est-ce que là aussi on a des idées pour sortir de tout ce... L'économie s'effondre, effectivement, mais le mental, surtout, j'ai vraiment envie qu'on revienne sur le mental. Comment on va s'en sortir de ces gens qui sont en train de péter les câbles? Alors, la situation, effectivement, est grave. La situation est grave dans le monde entier et depuis quasiment un an. Donc, l'idée, c'est de maîtriser, essayer de faire au mieux avec les données qu'on a. Effectivement, les choses se sont dégradées. Il fallait faire des choix entre protéger du virus et ensuite l'économie. Donc les choix ont été faits, ils ont été clairs. Le président de la République a été très clair, quoi qu'il en coûte. Donc on a préféré protéger nos concitoyens. Aujourd'hui, on a des vaccins. Pas un, mais des vaccins qui sont mises en circulation, des vaccins qui servent, et je tiens à le rappeler, à préserver les personnes les plus fragiles des conséquences les plus graves du virus. Ça ne protège pas du virus, on est bien d'accord? Ça protège des conséquences les plus graves. Il y a des amalgames qui sont faits encore aujourd'hui. Ah, mais il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup d'histoires à dormir debout, mais ça c'est le monde des réseaux. Il vaut mieux le préciser. Et donc, à partir du moment où les populations les plus fragiles seraient vaccinés, je pense qu'on pourrait envisager un retour à la normale, sans pour autant négliger le fait qu'il n'y a pas que les plus fragiles qui souffrent. On a des conséquences sur les plus jeunes qui ne sont pas létales, mais qui sont très handicapantes. On voit bien des difficultés respiratoires, des fatigues chroniques, des allers-retours de la fièvre. Donc il faut aussi réfléchir à la reprise des activités et puis à protéger nos concitoyens. Maintenant, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? La vie d'avant, c'était la norme d'hier. Il faut qu'on s'adapte aussi. Et quand je vois la qualité avec laquelle nos concitoyens sont devenus résilients, je me dis qu'on est capable de beaucoup de choses. On est très fort. Pas tous, mais beaucoup. Et effectivement, maintenant, il faut aussi compenser et accompagner les plus fragilisés. Pas uniquement le monde économique, mais aussi ceux qui se sont retrouvés isolés, ceux qui se sont retrouvés en difficulté, et donc pour pouvoir les aider à passer le cap, à passer le pas. Mais je trouve que globalement, on est arrivé quand même à être résilient et à avancer malgré tout. On a beaucoup de domaines, je l'ai dit, la culture, la restauration, où on est assez surpris parfois parce qu'on voit sur les réseaux des avions ou des trains qui sont bondés et des salles de cinéma qui sont vides, des stades où on peut rentrer 40 000 personnes et on pourrait peut-être mettre des gens sous les 3 sièges. Pourquoi on a tout ouvert ou tout fermé et on n'a pas fait des règles pour tout le monde et qu'on les respecte? Et que la police, au mieux de mettre 135 € à quelqu'un qui a 5 minutes de retard ou qui a mal mis son masque, qu'on respecte justement ces règles qui seraient fixées à des...
Je prends l'exemple encore une fois d'un restaurateur qui a investi énormément dans son restaurant pour des plexiglas et plein de choses, et qui ne comprend pas qu'on le ferme alors qu'il pourrait travailler. Alors après, bien entendu, vous avez le restaurateur qui peut mettre 4 tables ici, et puis il y a celui qui a une grande place. Pourquoi on a fait tout le monde fermé et on n'a pas adapté en fonction un peu des possibilités? Alors, pour des raisons nombreuses, déjà pour des raisons d'équité. À partir du moment où on prend une décision, on la prend pour tous. Sinon, on organise des mouvements de population dans l'autre sens. Oui, donc, mais je vais encore vous donner un mauvais exemple, tant pis, mais on me parle des grandes surfaces. Je vais faire mes courses, et à la caisse, il y a des troupeaux, parce qu'il y a 2 caisses d'ouvertes dans un magasin énorme. Alors pourquoi on n'ouvre pas des caisses? Pourquoi, au lieu d'avoir mis un bus, on n'en met pas 2 pour qu'il y ait moins de monde dans le bus? Le quoi qu'il en coûte, il existe là aussi? Évidemment qu'il existe. Un certain nombre de jauges, un certain nombre de contrôles ont été mis en place. Maintenant, on ne peut pas mettre un contrôle derrière chaque professionnel. C'est une évidence. Donc, à partir de ce moment-là, il est plus simple de prendre une décision commune. Ensuite, on ouvre le restaurateur dans la ville A et on ferme celui de la ville B. Naturellement, les gens vont se déplacer dans la ville A. Donc, à un moment donné, si on souhaite avoir des résultats fiables, on doit prendre des décisions fermes, calmement et pour l'ensemble. Vous parliez de stade. Évidemment, on peut mettre une place sur 2, on peut mettre une place sur 3. Notre stade, notre chaudron, il est en plein air. A priori, on ne prend pas de risque. Oui, c'est là où on a du mal à comprendre parfois. Mais comment on rentre? On s'attroupe. Comment on sort? On s'attroupe à nouveau. Mais on a dit l'humain est capable de s'adapter, on peut faire des nouvelles règles. Évidemment, les masques. Est-ce que vous mettez un policier derrière chaque supporter pour vérifier qu'il porte bien le masque? Non, il aurait l'écharpe de verre en plus, ça ne serait pas cohérent. Et puis vous savez très bien comment ça se passe derrière. Et la bière sur le parking, et on a envie de faire la fête, et ainsi de suite. Donc, plus les réponses sont fermes et équitables sur l'ensemble du territoire, plus elles portent de résultats. On a bien vu, la courbe s'est infléchie. Maintenant, effectivement, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Les nouveaux variants. Personne ne pensait que ça pouvait arriver. Encore une fois, on découvre encore et encore des choses sur ce virus. Donc, c'est pour ça qu'on s'adapte. On adapte les règles aussi au fur et à mesure. Et on essaie, encore une fois, de préserver le plus grand nombre. C'est l'intérêt général qui compte. Mais ça veut dire que s'il y a des nouveaux variants qui arrivent tous les 2 mois, les restaurateurs, ils ferment boutique, les cinémas ferment boutique et on va tous se suicider, non? J'espère que non. C'est pas le but. Moi qui suis quand même quelqu'un de souriant et de positif, et je commence à en prendre un bon coup sur la tête aussi. Donc je me dis, on ne voit pas le bout du tunnel, là, quoi. La situation est compliquée, je ne le nie absolument pas. Elle est difficile pour de nombreux de nos concitoyens. Maintenant, encore une fois, on a fait le choix de préserver les vies, quoi qu'il en coûte. Donc, il faut aussi qu'on suive cette doctrine et qu'on essaie de protéger le maximum de monde. Les nouveaux variants, c'est des choses qui vont être traitées au fur et à mesure. Comme quand le coronavirus est arrivé, il y a eu l'effet sidération pendant 1 mois. Et puis ensuite, on a eu des premiers résultats scientifiques d'analyse de ce que c'est, de comment cela fonctionne, qu'est-ce que ça attaque exactement. Là, on aura à nouveau cette réflexion. Et puis après, il y a un niveau non seulement national, mais il y a un niveau européen, il y a le niveau mondial. On a des instances mondiales qui doivent aussi nous guider sur un certain nombre de choses. Et l'OMS le fait. Maintenant, on a ce virus. On n'y peut rien. Ah ben ça, je suis d'accord. C'est l'accident. Donc, quels sont les choix qu'il faut... Les moins mauvais. On essaie de faire les moins mauvais. Il y a d'autres pays qui ont pris d'autres décisions. Tout à fait. Une vie humaine en France n'a pas de prix. En tout cas, pour les représentants de la nation. Donc, on prend toutes les décisions qui s'imposent pour protéger ces vies. On a eu beaucoup de scepticisme aussi il y a quelques semaines par rapport au vaccin. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas se vacciner parce qu'ils avaient peur de choper la 5G. Comment on l'a vécu au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, tous ces gens qui refusaient le vaccin? Alors on voit qu'aujourd'hui ça s'est décalé un petit peu, mais comment vous le vivez, vous, sur le terrain, cette méfiance par rapport à, on peut le dire, à un pouvoir et à des vaccins, ce manque de confiance? La crise démocratique, elle a commencé il y a bien longtemps. Ça fait des dizaines d'années que c'est le cas. Donc, à partir de là,
C'est pas surprenant, c'est pas nouveau si vous voulez. La vaccination, on a déjà eu le débat sur le sujet quand on avait imposé un certain nombre de vaccins, par exemple pour les jeunes enfants qui venaient de naître. Donc c'est normal, si vous voulez, que les questions soient posées. Maintenant qu'il y ait une défiance profonde et un tel manque de confiance, ça me paraît surprenant. Et puis, surtout, ce qu'on entend derrière, enfin, les liens avec des puces, avec la 5G, avec je ne sais quoi, je veux bien qu'on soit critique. C'est ça la démocratie aussi, quelque part. Nous, ça nous permet d'évoluer autant que parlementaires, se faire critiquer. Très bien. On va passer au niveau local. J'ai souvent entendu pendant ces 4-5 ans de votre mandat que vous étiez une députée invisible. Est-ce que c'est que vous êtes timide ou est-ce que vous avez mal communiqué ou tout simplement c'est une autre façon de faire de la politique? Ce procès, il est totalement injuste parce que quand vous regardez... Non, mais il y a un petit peu d'humour aussi. Hein. Quand vous regardez mon bilan mi-mandat, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été absente. Après, je pense que c'est ma propre façon de m'être adaptée et d'avoir adapté le mandat à moi. Je suis plutôt une femme d'action, pas une femme de démonstration. Ça, c'est ma personnalité. J'ai d'autres collègues qui font très bien les deux ou qui font l'un ou l'autre. Donc, en l'occurrence, je ne le juge pas. Moi, j'estime que j'ai été présente sur le territoire. J'étais présente pour nos concitoyens. J'étais présente pour pouvoir apporter des solutions qui venaient de Paris, comme territoire d'industrie par exemple, comme territoire zéro chômeur. J'ai réuni les maires à plusieurs reprises dans la circonscription. Maintenant, si ils estiment que ce n'est pas suffisant, qu'ils m'appellent. Ils ont tous mon portable. Peut-être que c'est On va rester un peu dans le sourire, mais c'est peut-être une comparaison avec votre prédécesseur qui était très visible et qui est resté très longtemps aussi. Quand on dit invisible, ce n'est pas forcément une critique, hein, c'est une façon différente de faire de la politique. Moi, j'assume le fait que j'agis, que je travaille énormément à Paris, que je me suis investie dans un certain nombre de travaux, certes très techniques, mais qui sont nécessaires pour éclairer le débat et éclairer la vie de demain de nos concitoyens finalement. J'ai des missions, des rapports à présenter, j'ai un bilan à défendre et je ne rougis pas de ce bilan, je suis très fière du résultat en tout cas. Maintenant, la comparaison, on peut toujours comparer à mon prédécesseur, je pense que c'est difficilement comparables, nous sommes tout à fait différents et nous avons été élus pour des raisons différentes, sur des programmes différents. On a aussi eu des conjonctures différentes. Moi, je suis une élue de la majorité. Mon prédécesseur l'a été à une époque et puis a été dans l'opposition. Donc, c'est difficilement comparable. Et puis, encore une fois, si M. Rocheblonne avait aussi des mandats locaux, la suppression du cumul des mandats a joué énormément sur cette hyper-présence ou ce sentiment d'hyper-présence. Et puis, il y a la circonscription, il y a 31 communes. Ce n'est pas parce que les cours Amiot m'ont un tout petit peu moins vu sur un certain nombre d'événements que je n'ai pas été présente dans le reste de la circonscription. On va donc en profiter. Votre circonscription, en gros, elle part d'où? Elle va jusqu'à où? Alors, ma circonscription est vaste, mais il y a pire. Hein. Il y a des beaucoup plus grandes que ça, ou plus denses en tout cas. Elle compte 31 communes, toutes intégrées à la métropole de Saint-Étienne. Ça va de la Fouillouse à Tartara, en passant par la vallée du Gier, des Coteaux du Jarret, un bout de parc du Pilat. C'est très grand et très beau. Et ça vous laisse le temps d'aller voir ces gens-là dans tous ces endroits de votre circonscription? Quand je suis invitée, j'essaie de me déplacer à chaque fois en tout cas. Vous n'êtes pas censé ignorer que dans quelques semaines, il va y avoir des élections locales, départementales et régionales, si elles ne sont pas décalées, puisqu'elles ont déjà été décalées, elles étaient prévues en mars, elles seront en juin. Maintenant, on commence à dire qu'elles n'auront peut-être pas lieu. D'ailleurs, vous avez peut-être des infos, puisqu'on entend dire que le gouvernement aurait envie de dégager le terrain pour la présidentielle et n'aurait pas envie qu'il y ait des élections intermédiaires entre... Vous avez des infos, non?
Alors, ça, c'est de l'interprétation. C'est ce que j'ai lu sur différents médias. Donc, j'ai une députée qui est proche du président, donc j'ai peut-être un scoop. Non, malheureusement, je n'ai pas ce genre d'informations. Et puis, de toute façon, ça passera par un texte de loi, ce genre de choses. Donc, on aura l'occasion d'en débattre s'il y a lieu de le faire. Est-ce que vous allez jouer un rôle justement dans ces élections? On a parlé de mandats locaux tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un mandat local aussi? Justement, comme je vous disais, je suis absolument d'accord avec le non-cumul des mandats et je trouve que ce serait de ma part, en tout cas de ce que je pense, pas très honnête que d'essayer de briller un autre mandat pendant que je suis en mandat national. Moi, je respecte les collègues qui ont envie de changer, qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'avoir des postes non exécutifs des mandats locaux. Moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Elle était très personnelle. Je ne juge absolument pas vous pose juste la question, je ne juge pas, le travail de mes collègues, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité d'ailleurs. Par contre, évidemment, je leur apporte tout mon soutien aux collègues qui se présentent, mais aussi aux partenaires de La République En Marche qui voudraient se présenter sur ces postes des mandats locaux. Et évidemment que je jouerai un rôle dans la campagne de soutien, d'appui, d'accompagnement, mais pas à titre personnel, c'est une évidence. Et là, vous avez des réunions aussi avec En Marche pour la désignation des candidats, donner votre avis sur les choses à faire, les choses à suivre? Alors, c'est les commissions nationales d'investiture auprès de La République En Marche qui prennent les décisions d'investiture. Moi, évidemment, que je m'appuie sur les comités locaux pour échanger sur leur envie de participer à telle ou telle élection, à leur envie de militer d'une telle ou telle manière et proposer éventuellement aussi des choses dans le programme, hein, parce qu'ils connaissent bien le terrain, ils l'ont labouré, ça fait des années qu'ils sont sur le terrain, ils l'ont été pour la présidentielle, pour la législative, pour les européennes, pour les municipales, donc ils ont énormément de choses à apporter, et donc évidemment je fais le relais en la matière. On a lu hier que le député Bonnel de Lyon allait conduire la liste En Marche sur la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes même, pour affronter Laurent Wauquiez. Là aussi, est-ce que vous allez jouer un rôle? Est-ce que vous allez aller porter la bonne parole? Vous allez les tracter? Vous allez aller à des meetings? Même si les meetings, c'est peut-être quelque chose qui n'existera plus avec la pandémie. Comment, là aussi, on s'organise en tant que député et en tant qu'En Marche? Alors, on fera évidemment campagne et on fera campagne différemment parce qu'il faut s'adapter aussi aux conditions sanitaires du pays actuellement. Pour le moment, j'attends de voir comment le candidat Bonnel, que je soutiens, va organiser les choses, mais évidemment, je serai là pour apporter le nécessaire en termes de soutien au niveau local, puisque quand on est un candidat d'une telle région, d'une région aussi vaste et aussi riche, il est compliqué d'être de partout, donc il faut s'appuyer aussi sur les relais de territoire, et s'il le faut, je le serai. Au niveau départemental, là aussi, est-ce que vous allez parrainer quelqu'un? Est-ce que vous allez porter votre voix aussi pour soutenir quelqu'un? Pour l'instant, on a un chef de file, mais on n'a pas encore de candidature à proprement parler. Dès que ces choses-là seront désignées, je serai évidemment derrière le candidat En Marche. Donc, on peut, sans jouer sur les mots, dire que vous êtes tous En Marche. Ça s'appelle la loyauté, vous savez. Et puis, je pense qu'on a besoin aussi de cet ancrage local pour justement pouvoir ensuite porter au plus près du terrain le travail qu'on réalise au niveau national. C'est vrai que on l'a vu, la différence entre nos prédécesseurs qui avaient des ancrages locaux de partis ou d'eux-mêmes, qui avaient plus de facilité à communiquer auprès du concitoyen. Quand vous êtes un élu national, ou une élue nationale en l'occurrence, de La République En Marche, qui cherche encore ses ancrages et qui travaille fortement, il est compliqué aussi de pouvoir être de partout. Être en permanence sur le terrain et en permanence à Paris, ce n'est pas possible. Je ne suis une personne. J'ai une santé, j'essaie de la préserver malgré le peu de nombre de sommeil que j'ai, et j'ai une équipe de 4 personnes. Donc on est assez limité, donc on s'appuie évidemment sur les marcheurs et on leur souhaite bien sûr à tous de pouvoir peser dans ces élections, parce qu'au-delà de cet appui local,
Ils ont énormément de choses à proposer. Ils connaissent bien le terrain maintenant. Comment vous expliquez le fait que En Marche a été, je ne vais pas dire un raz-de-marée, mais a eu beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale, et que depuis toutes les élections intermédiaires, c'est assez difficile, et j'ai même envie de vous dire que les municipales ont été, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais tant pis, ça a été quand même un beau désastre pour En Marche, quoi, surtout dans la région où le candidat En Marche à Saint-Étienne a fait 4%, je crois. Comment vous l'analysez, ça? C'est un discours qui ne passe pas, c'est un rejet de la politique gouvernementale, parce que chaque fois, c'est pareil, à chaque élection municipale, généralement, les élus du président sont rejetés. Comment vous l'expliquez, comment vous l'analysez, vous qui êtes sur le terrain? Je pense que nos concitoyens ont une logique différente en ce qui concerne les scrutins nationaux et les scrutins locaux. D'une part, quand ils élisent un président, ils lui donnent la majorité. Sous le quinquennat et sous la Ve République, c'est en tout cas comme cela que ça fonctionne de manière assez régulière. On donne au président qu'on a élu le pouvoir d'agir réellement, donc on lui confie une majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est pas une surprise finalement. Après, les vagues sont plus ou moins importantes en fonction de l'ambiance, mais globalement, il a une majorité large et solide. Ensuite, en ce qui concerne les élections locales, en principe, c'est en lien au-delà du programme avec la personne. Et donc, les sortants ont souvent le privilège d'être réélus. Il y a une prime quelque part aux sortants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les élections européennes qui se sont déroulées entre les élections législatives et les municipales ont donné aussi beaucoup de voix à la République En Marche. Donc, on ne peut pas dire qu'on a perdu toutes les élections. Maintenant, j'ai pas dit perdu, j'ai dit que ça s'était quand même mal passé quand même. Et ensuite, effectivement, en ce qui concerne les élections municipales, il n'y a pas eu la vague En Marche, mais en même temps, comme vous m'avez dit, c'est tout à fait cohérent. La plupart du temps, les mandats locaux, aussi locaux que les municipaux, ne sont pas confiés au même que ceux qui détiennent les mandats nationaux et la présidence de la République. Donc, et puis, il ne faut pas négliger aussi qu'En Marche est un parti jeune. Il s'installe, donc c'est normal qu'on perde aussi de temps en temps et on va gagner en expérience, en puissance, en existence sur le terrain. On va se rendre de plus en plus visible et on finira par s'installer définitivement dans le paysage politique. Question de curiosité, les choses qu'on vous rapporte dans le territoire ligérien, est-ce que quand vous êtes à l'Assemblée, que vous discutez avec vos collègues qui viennent de toutes les régions de la France, est-ce que les demandes sont à peu près les mêmes ou alors il y a des sujets totalement différents en fonction des régions? Globalement, ça se recroise. Ouais. Globalement, soit c'est en lien avec l'actualité ou avec un texte en cours d'examen. Après, il y a des territoires qui sont différents, mais globalement, on se retrouve sur la partie ruralité, par exemple, de la 3e circonscription. Je vais retrouver les problématiques similaires chez mes collègues qui ont des territoires ruraux. Sur la partie ancien site industriel, comme l'a été la vallée du Gier, j'ai des collègues du Nord, par exemple, qui vivent exactement les mêmes sujets, les mêmes problématiques. Donc, on a je trouve que la 3e circonscription est plutôt représentative, et même si dans sa globalité, je n'ai pas systématiquement un ou une collègue qui a exactement les mêmes questions, globalement, chaque territoire, en fonction de ses problématiques et ses questions, ça se recoupe. Les Français sont cohérents et ils portent les mêmes besoins et les mêmes envies auprès de leurs élus nationaux. Tout à l'heure, en plaisantant, je vous ai dit, je vous ai titillé un peu en vous disant que vous étiez invisible. Il y a quelques semaines, vous avez été un peu sous le feu de l'actualité. Il y a Mediapart qui vous avez mis en cause. Hein. Comment vous avez vécu cette accusation de conflit d'intérêts et comment ça s'est finalement dilué? Alors, ça ne s'est pas dilué, ça s'est réglé. Ça s'est calmé. Hein, non, ça s'est réglé, j'y tiens. En l'occurrence, Mediapart a écrit un article qui, à mon sens, n'était pas argumenté. Et donc, pour éviter toute polémique, j'ai fait appel tout de suite au déontologue de l'Assemblée nationale pour qu'il statue sur la question, parce que
moi, je ne voyais aucun conflit d'intérêts. Et si j'avais un doute, je ne me serais pas engagée dans le travail sur cette proposition de loi. Maintenant, la question se pose pour apporter une réponse, mais qui n'émane pas de moi puisque je suis l'intéressée. J'ai préféré faire appel à un tiers de confiance, qui est le déontologue, pour trancher la question. Il l'a fait, il l'a clairement fait, sans ambiguïté aucune. Et à partir de là, forcément, le débat était clos puisqu'il n'y avait pas de problème. Donc c'est de l'affaire ancienne. Ah bah, évidemment, encore heureux. Et sincèrement, je trouve ça dommage qu'un tel texte qui était là pour protéger nos concitoyens, pour protéger le consommateur, pour améliorer le service, ait été entaché de ce type de débat. Et on a parlé finalement plus de ça que du fond du texte. Et ça, c'est dommageable. Voilà, c'est la seule chose que je regrette. C'est un peu la société actuelle. On parle toujours des choses qui sont minimes et on ne retient pas l'essentiel. Dernière question, et après je vous laisse repartir sur vos dossiers. L'an prochain, est-ce que vous avez envie de vous représenter aux législatives? Et surtout, j'ai lu, c'est peut-être une bêtise, mais j'ai lu qu'on annonce déjà la candidature du poulain du maire de Saint-Chamond. On annonce la candidature d'Alex Dugas. Donc, comment vous vivez ça et est-ce qu'on est déjà dans les starting blocks, on se prépare pour sa réélection? Notre pays vit une crise depuis un an. On en a parlé longuement dans cette interview. Je pense que c'est vraiment pas le moment de réfléchir aussi loin. Je pense qu'il faut qu'on sorte déjà de cette crise. Qu'on retrouve des activités sociales, économiques, qu'on construise aussi le projet de demain. Quelle est la France de demain? Quelle est la France post-crise Covid? On a parlé de résilience tout à l'heure, de changement de mode de vie potentiel. Donc, je pense qu'il faut surtout se pencher là-dessus pour le moment et pas sur les échéances à 18 mois qui ne sont pas encore arrivées. Vous voyez, les élections régionales peuvent être déplacées en mois de juin. Donc, je n'y pense pas encore que mes collègues des autres partis politiques décident de se mettre en rond de bataille en ordre de bataille pour s'organiser pour leurs élections. Ça les concerne. Mais moi, j'ai un mandat à porter et ce mandat, c'est d'aller jusqu'au bout et essayer de sortir de cette crise, réaliser le plan de relance, réaliser le projet territoire d'industrie, de relancer l'activité économique sur le territoire de la 3e circonscription. C'est d'accompagner les personnes les plus fragiles, c'est de faire en sorte que dans les EHPAD, la vaccination soit faite dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Voilà, ma préoccupation, c'est ce qui se passe aujourd'hui, pas ce qui se passera dans 18 mois. Juste un mot, vous parlez de vaccination. Est-ce que vous pensez qu'on sera tous vaccinés quand? Alors, en l'occurrence, tous vaccinés, ce n'est pas la recommandation, c'est tous ceux qui le souhaitent, en l'occurrence. Et il y a les plus fragiles d'abord. Et ce qu'on a fait en France, c'est de prévoir toujours la seconde dose systématiquement pour la personne vaccinée par la première. Donc, d'ici à la fin de l'été, je pense qu'on peut estimer qu'on aura vacciné les personnes qui en ont le plus besoin. Et à partir de là, on pourra envisager, évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent. Le président de la République a pris des engagements, on les tiendra. Dernier clin d'œil, l'Ukraine, vous êtes né en Ukraine. Est-ce que vous regardez un peu la situation dans ce pays-là et comment on vit ce fait d'avoir un pied en France et d'avoir peut-être un petit peu le cœur encore en Ukraine? Alors, moi, je suis française et définitivement française. Je l'ai bien compris, mais on a quand même dans le cœur un peu ses racines, non? Et je me suis engagée en politique pour des raisons d'amour pour ce pays qui m'a accueillie. L'Ukraine, évidemment, j'y jette un coup d'œil, tout bonnement aussi parce que j'ai demandé à être présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale pour faire de la diplomatie parlementaire, pour apporter finalement en Ukraine la réflexion ou le niveau de réflexion politique qu'on avait en France. Donc évidemment, je suis avec attention ce qui s'y passe, la situation politique, la situation militaire, la situation sanitaire aussi, pour pouvoir aussi tenir au courant mes collègues de l'Assemblée nationale en la matière. On a énormément de groupes d'amitié. Tous les pays qui ont un parlement
ont un pendant en groupe de métiers en France. Ça nous permet aussi d'avoir une vision globale sur le territoire mondial. Valéria Faure-Montian, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Bon courage parce que vous avez beaucoup de travail et vous avez, comme vous l'avez dit en début d'émission, très peu d'heures de sommeil. Bon courage encore une fois, merci de l'accueil et puis à très bientôt sur les rues et sur les marchés, sur les lieux de culture, quand on pourra encore se déplacer, que cette épidémie nous aura un peu laissé du répit. Merci à vous et prenez soin de vous surtout. Merci.